Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Pour le dernier épisode de la saison, je suis contente de recevoir Julia Sedefjian. Quand on m'a dit va falloir changer la carte, on fait quoi C'est-à-dire comment tu définirais ta cuisine Quelle cuisine Non mais parce que on t'apprend à reproduire la cuisine de tes chefs et à ne pas dépasser d'1 millimètre. Et là, du jour au lendemain, on te dit faut que tu crées ta carte, quoi. En gros, c'est ça. Fais ta cuisine. Et en fait, au début, t'es perdu. Alors, t'essayes de te rassurer, tu prends des trucs que t'as vus un peu là où t'as travaillé avant. Et puis, en fait, ça se fait au fur et à mesure. Pourquoi Julia ? Parce qu'elle est la preuve qu'on peut être à la fois si jeune, si douée et si déterminée. À 21 ans, elle a été la plus jeune chef étoilée de France, ce qui lui a donné des ailes pour ouvrir, à 23 ans, son propre restaurant, Bayeta. J'ai adoré converser avec Julia, de jeunesse justement, de rébellion, de carapace et de Joe Star. Bonne écoute. Bonjour Julia. Bonjour Julie. Quand on goûte tes assiettes, on est loin de penser qu'il y a une jeune fille de 23 ans derrière. Donc je te parle encore de ton âge, comme tout le monde, j'imagine. Est-ce que tu as eu peur quand tu t'es lancée aussi jeune ? Alors oui, j'ai 23 ans, mais ça fait déjà bientôt 10 ans que je suis dans la restauration. Bien sûr qu'on a peur à chaque changement dans notre vie, à chaque étape nouvelle, on a peur. On peut pas ne pas avoir peur, c'est pas possible, mais en même temps, voilà, c'est... Pour moi, ouvrir Bayeta, c'était un rêve aussi. J'étais pas forcément pressé. J'avais pas d'objectif en me disant, à 25 ans, faut que j'ai ouvert mon resto ou quoi que ce soit. Mais l'opportunité a fait que, Bayeta a ouvert. Et oui, on a peur. Tous les jours, on se dit, s'il faut, ça va pas marcher. S'il faut, ça va pas plaire. S'il faut, plein de choses. Mais voilà, aujourd'hui, c'est lancé depuis le 12 mars. On est content, ça marche bien. Les clients sont ravis aussi. Donc voilà, on touche du bois et on prie pour que ça continue dans le long terme maintenant. Est-ce que ton âge fait qu'on t'a pas prise au sérieux ou est-ce que t'as senti qu'il y avait que c'était un difficile pour certaines personnes ? Non, je crois qu'on m'a jamais dit non mais t'as 23 ans, c'est fou de faire ce que tu fais, tu te rends pas compte, t'as pas les capacités ou t'as pas l'expérience ou... Oui, sûrement qu'il y a des jaloux qui pensent qu'à 23 ans, on n'est pas prêt pour être chef, on n'est pas prêt pour avoir son restaurant, mais voilà, j'ai eu un parcours un peu atypique aussi. J'ai commencé la cuisine à 14 ans, je suis montée à Paris à 17 ans, à 18 ans j'étais sous-chef d'un étoilé pendant 2 ans et j'ai pris la place de chef à 20 ans, donc... Tout est allé vite, enfin pas vite, mais... vite au final, oui. Vite, parce qu'en 10 ans, je suis partie d'apprenti à chef patron dans mon restaurant, donc oui, c'est allé vite, mais en même temps, c'est pas pour ça que j'ai pas bossé, que j'ai pas fait de sacrifice, et voilà, c'est pas arrivé tout seul, c'est que je me suis donné les capacités de le faire aussi. Bien sûr. Toute petite, tu rêvais d'être vétérinaire ? Oui. Et pas cuisinière. J'adorais les animaux quand j'étais petite. J'adorais les chiens, j'adorais les chats. On m'offrait toujours des bouquins d'animaux pour mes anniversaires. Et je disais toujours, quand je serai grande, je voudrais être vétérinaire. Jusqu'au jour où tout a changé. Et vers l'adolescence, j'ai voulu faire de la cuisine. Comment ça s'est passé ? Comment t'as eu envie de faire la cuisine ? J'étais pas très calme à l'école. Donc les circonstances ont fait que je me suis posé des questions sur le lycée général déjà. Mm-hmm. Et en fait, le papa de ma marraine, il était pâtissier. Et à chaque fois que j'allais chez ma marraine le mercredi, il me racontait toujours des anecdotes sur la cuisine. Il me parlait de l'environnement, de tout ça. Et puis on faisait un peu de chocolat, des pièces montées. Et j'ai commencé à vraiment aimer ça, quoi. Et à chaque fois que je repartais, ma marraine, elle me donnait 2 ou 3 recettes.
Et donc, quand j'étais à la maison, j'essayais de faire... C'était des trucs simples, hein. Mais pour moi, c'était genre des beignets de fleurs de courgettes. Elle me donnait la recette de la pâte à beignets. J'arrivais à la maison, je mélangeais 10 grammes de farine avec un blanc d'œuf. Et puis pour moi, c'était c'était la magie, quoi. Mais voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, j'ai jamais quitté l'idée, quoi. Et j'ai dit à ma maman, voilà, je veux faire ça, je veux faire de la cuisine. Au début, c'est la pâtisserie. Mais vu que j'ai commencé par mon CAP cuisine, j'ai vite changé. Préférer la cuisine. Voilà, la pâtisserie c'est bien, mais faut tout peser. Il y a moins de liberté, je dirais, qu'en cuisine. En cuisine, tu rates un truc, tu peux toujours un peu sauver le truc. Alors qu'en pâtisserie, bah, tu loupes, tu jettes, quoi. C'est la pesée et voilà. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Donc c'était à l'adolescence vraiment que tu as eu cette révélation, on va dire. Ouais, vers 12-13 ans, c'est là où ça a commencé. Ça a été très vite parce que tu as commencé vraiment professionnellement à 14 ans. Voilà, en sortie de 3e, j'ai attaqué tout de suite mon CAP à 14 ans. Donc, en apprentissage ou t'étais... En apprentissage, exactement. Apprentissage. Où j'ai fait 2 ans en cuisine et 1 an en pâtisserie chez Aphrodite à Nice. Qui avait une étoile déjà ou pas? Quand j'ai commencé là-bas, il n'y avait pas d'étoile. C'était un restaurant gastronomique. Et l'année d'après, on a eu l'étoile. Donc tu as très vite été dans un univers gastronomique tout de suite. Oui, j'ai toujours été plongée dans ça parce que même quand je suis arrivée à Aphrodite sans l'étoile, ils en parlaient beaucoup. Même si je comprenais pas tout, je comprenais que c'était super important pour le chef d'avoir cette étoile, que ça faisait des années et des années qu'il se battait pour ça. Et voilà, c'est des souvenirs géniaux. Le moment où il annonce à toute l'équipe que bah, ça y est, on a l'étoile. Enfin, c'est super dans une vie d'équipe et tout. Ça remotive tout le monde. Donc, Et est-ce que tes parents t'ont suivi tout de suite dans tes envies de cuisine ou c'était un peu contre leur avis que tu t'es orientée dans cette direction? J'ai une maman poule. Voilà. Sicilienne, donc au début c'était pas... Elle a toujours voulu suivre mes envies. Mais pour elle, c'était un peu trop tôt. Elle me disait, fais ton lycée général et puis après, on verra, quoi. Non. Non, je vais aller faire de la cuisine maintenant. Donc, t'as gagné à quand force même. à force de dire ça, bah, c'est elle qui m'a emmené aux portes ouvertes du lycée hôtelier. Enfin, voilà. Après, ça l'aurait pas dérangé si j'avais attendu quelques années. Mais voilà, elle a tout fait pour moi. Ma mère, elle venait me chercher à 14 ans à la sortie du resto à 23h. Elle m'attendait dans sa voiture en disant non, je te laisse pas rentrer toute seule. Enfin voilà, elle faisait son rôle de maman. C'était peut-être un peu difficile pour elle, mais elle t'a suivi et encouragé dans cette direction. Ouais, exactement. Et quelle place occupait la cuisine dans ta famille? On a toujours très bien mangé en famille. J'adore les repas de famille. J'adore ma mère, elle cuisine très bien. Elle nous a toujours cuisiné des bons petits plats. Voilà, pas de congelé, pas de conserve à la maison, toujours. Même si c'était des trucs simples, mais voilà, on a toujours bien mangé. Et pareil avec ma grand-mère, que ce soit maternelle ou paternelle, on a toujours eu quelque chose avec la bouffe, quoi. On est tous gourmands, on adore manger. Donc, Et tu participais petite, tu mettais la main à la pâte? Ou pas trop, non? Vraiment, non, ouais, pas trop. Au début, c'était juste goûter. Et puis après, c'était plus vers l'adolescence. Avant, j'ai toujours aimé manger, mais ça m'a jamais vraiment intéressé avant cet âge-là de me dire je vais aider maman en cuisine ou je vais aider mamie en cuisine. Non. Est-ce que j'ai cru comprendre que tu avais eu une adolescence un petit peu difficile? Est-ce que la cuisine, ça a été salvateur? Ça t'a permis de te remettre les idées en place, peut-être? Oui, complètement. J'ai eu une adolescence un peu agitée, on va dire. Et quand je suis arrivée en cuisine, j'ai bien compris qu'il fallait que je ferme ma gueule, quoi. Que voilà, qu'il y a une hiérarchie et que si le chef il te dit ça, même si t'es pas content, bah c'est comme ça. Et en fait, tu reviens vite les pieds sur terre, quoi. Donc c'était pas plus mal. Moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'être cadré. J'avais besoin de. Donc c'était parfait pour moi. Hein. Même si
J'ai toujours été un peu agitée, mais jamais à la maison. J'ai toujours respecté beaucoup ma famille, mes parents, et c'était juste... À l'école? À l'école, ouais. C'était plutôt au fond de la classe. Voilà, on va dire ça. Et est-ce que tu te souviens ce que tu t'es dit quand t'as commencé la cuisine? J'ai jamais eu vraiment de... Si, tu sais qu'un jour, t'aimerais être chef de ton restaurant, et que... Voilà, mais j'ai jamais eu vraiment d'objectif... dans le timing, quoi. Quand j'ai commencé, je me suis pas dit, ouais, dans 3 ans, je me vois à Paris, dans 5 ans, je me vois sous-chef ou chef de cuisine, enfin, jamais, quoi. C'est vraiment les opportunités qui font que, bon, soit t'acceptes, soit tu refuses, et soit t'avances, soit tu stagnes, quoi, en gros, mais je me suis jamais fixé des objectifs. Oui, après, voilà, une fois que j'ai été en cuisine, j'ai compris que fallait prouver tous les jours que t'étais meilleur que les autres et fallait envoyer, quoi. C'était compétitif? Oui et non. Ouais. Parce que j'aime pas trop la compétition en cuisine, j'aime bien l'esprit d'équipe qui est en cuisine. Mais après, voilà, quand il faut que je montre que je sais faire ça plus rapidement ou mieux, je le fais quand même. Je le fais. Mais c'est pas mon but non plus de rabaisser les autres, et voilà, j'ai jamais été comme ça. Mais en tout cas, j'ai vite compris que c'est à toi de montrer que tu veux évoluer, quoi. Est-ce que tu te souviens de tes débuts? Oui, je me souviens bien de mes débuts. C'était vraiment une catastrophe. Mon premier jour en cuisine, je l'ai passé à tailler des poivrons. Donc 2 caisses de poivrons. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais comment ils font? Puisque à côté de toi, tu vois quand même des gestes très rapides, très rigoureux, très précis. Et puis toi, t'arrives pas à tenir le couteau, en fait. J'avais des ampoules sur ma main à la fin de la journée. Et voilà. Et moi, déjà, j'étais gênée parce que je voyais que j'avançais pas. En plus, tu sens bien que t'es un poids pour la personne qui a envie que t'avances, et tu n'avances pas. Clairement, tu n'avances pas. Et ouais, la première semaine était complexe. Après, bon, voilà, tout le monde commence comme ça. Oui. On n'est pas avec le couteau dans la main, et c'est pas un don. Enfin, voilà, il faut apprendre les mouvements, il faut apprendre le geste. Mais c'est vrai qu'au début, tu te poses des questions, tu te dis, c'est peut-être pas comme ça que j'avais imaginé le truc, quoi. Mais voilà, c'est le jeu. Et c'est justement là, je crois, où il faut pas lâcher, en fait, et pas se dire, ouais, c'est pas du tout à quoi... Je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui se disent, mais en fait, j'y arriverai jamais. Parce que tu vois tellement la différence entre l'expérience de ceux qui peuvent être à côté de toi et toi qui es strictement nul. Ça te fait poser des questions. Ouais. À partir de combien de temps t'as commencé à prendre du plaisir, ou tu t'es senti plus à l'aise? Allez, à partir de 3 mois. Franchement, à partir de 3 mois, tu vois vraiment une évolution. Puis vu que t'as l'apprentissage, t'as une partie à l'école aussi où on t'apprend vachement les bases. Donc ouais, au bout de 3 mois, tu commences à te dire, bon, ça va. Ça commence à être cool, quoi, on va dire. Tu t'es jamais... Enfin, ça t'a tout de suite plu? Franchement, j'ai tellement... convaincu ma mère que c'est ça que je voulais faire, que même si au début je me posais des questions, je me suis dit, faut jamais que tu dises ça à ta mère, parce que sinon, mais elle va elle va te tuer. Non, mais en vrai, oui, tu te poses des questions au début, parce que c'est un milieu où il faut s'adapter, il n'y a rien qui est pareil. Moi, je captais rien à ce qui se passait en cuisine au début, le vocabulaire, qui parlait de choses que tu comprends pas. Le chef m'a adressé la parole une fois le premier jour en me disant, mets ça au dur. Et je l'ai regardé avec des grands yeux, je lui ai dit, mais de quoi il parle? Mais je l'ai regardé, ouais, mais mets ça au congèle, quoi. Ok, chef, oui, chef. Voilà, tu comprends pas ce qu'ils disent, tu comprends pas ce qui se passe. Par exemple, il disait, quand il y avait des clients qui rentraient dans le restaurant, 2 qui passent, 3 qui passent, 4 qui passent. Putain, à un moment, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils mexicain ici ou quoi? Je vois rien sortir de la cuisine quand ils annoncent ça. 2 qui passent, 3 qui passent, et voilà. Et pendant une semaine, j'étais persuadée qu'il y avait un truc mexicain qui partait de la cuisine quand... mais c'est... Voilà, tu comprends rien. Et après, tu te dis avec le recul, mais franchement... Voilà, mais c'est comme ça. Et tout le monde a des anecdotes un peu à raconter de ses débuts en cuisine, parce que... Clairement, quand on te demande d'aller chercher du cerfeuil, à 14 ans, tu sais pas à quoi ça ressemble. Hein, je vous assure. Donc tu ramènes tout. Il y aura bien du cerfeuil là-dedans. Voilà.
Est-ce que tu fais attention aujourd'hui avec les jeunes que tu peux avoir en cuisine, justement, ou pas ou... Bah, du coup, il y a des fois où ça nous énerve quand ils nous ramènent des trucs alors qu'on leur a pas demandé. Mais on prend du recul quand même et on se dit que, bon, il y a 10 ans, c'était T'es nous passé à leur par place là. et du coup, ça nous fait plus rigoler qu'autre chose, quoi. Voilà. Est-ce que tu te souviens s'il y avait des chefs que tu admirais à cette époque? Franchement, à cette époque-là, j'étais pas encore vraiment dans les bouquins. Enfin voilà, ça se fait petit à petit aussi, il faut pas aller trop vite. Et déjà à cet âge-là, c'est bien de découvrir un... Petit à petit. Ouais, Tenir le couteau. exactement, Reconnaître tenir le les couteau. herbes. J'avais d'autres priorités, on va dire. Ouais. Mais ça a plus commencé vers 16 ans, quoi, je veux dire. Et c'était quel chef que t'aimais bien? Bah déjà Anne-Sophie Pic, qui est un peu mon modèle en cuisine, on va dire. Et puis voilà, on a tous ces bibliothèques avec Jean-François Piège, Alain Ducasse, Joël Robuchon, tout ça, quoi. C'est la base. C'est les noms qu'on entend à l'école quand on parle de grands chefs, c'est tout ça, quoi. Les livres, tout ça. Exactement. T'as commencé apprenti à l'Aphrodite, chez David Faure. T'es resté commis après? Combien de temps Non. t'es resté là-bas? En fait, je suis resté 3 ans d'apprentissage avec lui. Donc Mhm. 2 ans CAP cuisine et 1 an CAP pâtisserie. T'as voulu faire le CAP pâtisserie? Non. Ah. Qu'est-ce Non, qui mais s'est en passé? fait, mon chef, lui, il était chef pâtissier avant tout. Oui. Et après, il a ouvert ses restos et il est pareil que moi, on va dire qu'il a vraiment un truc avec le salé, quoi. Mais il m'a dit, Juju, fais ton CAP pâtisserie. J'ai dit, non, moi maintenant, c'est bon, je sais que c'est la cuisine, je veux plus faire de pâtisserie. Fais, écoute-moi, fais ton CAP pâtisserie, c'est toujours bien d'avoir les bases. Nani nana. Donc voilà, je me suis Donc tu fait l'as une écouté. raison et j'ai écouté, forcément. Donc après tes 3 ans, t'es venu à Paris directement? Exactement. Donc à 17 ans, j'ai dit à maman, demain, je pars à Paris, je vais chercher un appart, je vais chercher un boulot. Voilà. Quoi? Et là, elle m'a dit, c'est Oui, bien ce c'est qui me ça. semblait, t'es Non. folle, ma fille. Il y avait des chefs que t'avais envie de venir côtoyer. Pourquoi Paris? Parce que Paris, c'est... Enfin, quand t'habites en province, t'entends tout le monde dire, ouais, à Paris c'est grand, à Paris c'est ceci, à Paris c'est cela. Dans la restauration, faut aller à Paris, c'est là-bas que ça se passe, il y a des restos à chaque coin de rue, machin. Enfin, je sais pas si vous situez un peu, mais Nice, il va y avoir 10 restos qui tiennent la route, quoi. Donc, bon, c'est clairement le côté professionnel qui... Enfin, je serais jamais parti sinon. Et J'adore ma ville, j'adore... Enfin voilà, je suis né là-bas, j'ai ma famille là-bas, j'avais pas vraiment de raison de partir. Mais c'est juste que j'avais des choses à me prouver aussi, j'avais envie de voir ce que je pouvais faire ailleurs aussi, sans mes repères, sans forcément des gens que je connaissais aussi, parce que voilà, dans les petites villes comme ça, c'est un peu... Tout le monde se connaît, Et t'es parti sans contrat, sans rien trouvé rien. avant? Sans rien. Je suis parti, j'ai pris l'avion, je suis allé dormir chez d'ailleurs mon ancien sous-chef d'Aphrodite qui avait pris une place chez Robuchon à Paris. J'ai dit ouais, je débarque, je suis resté 1 semaine, j'ai trouvé l'appart le dernier jour, je suis remonté avec les meubles et puis Et c'est parti. après j'ai quand même cherché du travail parce que c'était ça Le but? le but. Parce que quand je suis redescendu, ma mère a dit c'est bien, t'as trouvé l'appart, mais le travail, ça se passe comment? Non, mais ma mère a eu peur au début parce que surtout j'étais pas majeur et que chercher une place en tant que commis quand t'es pas majeur, c'est pas. Ah oui, c'était... Enfin, pas tout le monde veut prendre le risque d'embaucher quelqu'un qui est mineur, qui a pas sa famille sur place, enfin tout ça quoi. Mais j'ai trouvé les Fables de La Fontaine sur Pôle emploi. Tout simplement. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, je vais bien trouver un truc. Enfin, T'as mis du temps à trouver? du temps, tout est relatif, de 3 semaines, quoi. Mais à la fin, j'appelais, on me disait non. Parce que t'étais mineur? Ouais, parce que j'étais mineur, parce que... Parce que c'est fou, tout le monde cherche en cuisine. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on entend tous les restaurants chercher du personnel et... On C'est cherche ça. toujours du personnel, mais après, quand t'es patron, t'as des peurs aussi. Enfin, en général, quand t'es mineur, c'est pas... Oui.
Enfin, t'es pas responsable de toi-même, Ouais. tu vois. Donc légalement, tu te dis, bon, le patron se dit, en gros, je veux pas Prendre de plus risques. d'emmerde que ça, Ouais. donc bon, mets de côté. Mais voilà, et au final, je me suis dit, mais attends, quand tu cherches du boulot, tu fais quoi? Enfin, je sais pas, et j'ai pensé à Pôle emploi, donc je suis allé sur le site, et le seul resto étoilé qu'il y avait sur Pôle emploi, c'était les Fables de La Fontaine. Tu voulais un resto étoilé. Ouais, par contre, ouais. Je voulais un restaurant étoilé. Enfin, je quittais pas toute ma vie, toute ma famille, tout ça pour retourner dans un truc moins bien. Donc moi, l'objectif là, c'était de trouver un resto étoilé, quoi. Donc les Fables de La Fontaine. Donc, les Fables de La Fontaine. Une annonce, cherche commis, machin. J'appelle. Le lendemain, j'ai un entretien. 2 jours après, je fais mon jour d'essai. Ça se passe pas très bien d'ailleurs, parce que c'est un peu le bordel, il n'y a plus vraiment de chef en cuisine, c'est en train de changer et tout, et je me dis non, mais c'est pas possible, enfin, moi je peux pas, quoi. Alors que je sais que j'ai besoin de travailler, hein, mais à côté de ça, j'ai pas envie de faire de... Enfin, voilà, comme je dis, j'ai tout quitté, c'est pas pour me retrouver dans un truc qui me plaît pas forcément et tout. Donc à la fin de la journée, je vais voir le patron, je lui dis... Moi, c'est pas la peine, quoi. Ça, c'est... Je veux pas. Je peux pas, c'est... Et au final, je rencontre le chef qui va prendre le relais après. Il m'explique un peu sa cuisine et tout, et ça accroche vachement. Et quand il prend la cuisine en main, j'y suis retournée. Et du coup, voilà, je suis restée après longtemps. 6 ans là-bas. 6 ans. Ouais. Donc commis, t'es passé... t'es passé sous-chef. J'ai fait commis de 17 ans à 18 ans. J'ai été commis 6 mois. Mhm. J'ai été demi-chef de partie 6 mois. Et à 18 ans, j'ai pris la place de sous-chef. Pendant 2 ans. Comment ça s'est passé? Au début, j'étais commis. Ils m'ont dit il va y avoir une évolution rapidement. Parce que voilà, t'as les capacités qu'on a envie que tu restes avec nous. Donc voilà. Donc j'ai été demi-chef de partie. Et à 18 ans, le sous-chef, il s'est volatilisé dans la nature. Donc ils se sont posé la question de soit prendre quelqu'un de l'extérieur, soit faire une évolution intérieure. Ouais. Et vu que je connaissais déjà un peu la maison, j'avais mes habitudes, c'était une petite... Voilà, on était une petite brigade, donc je reprenais pas non plus les rênes d'une cuisine de 25 personnes, quoi. Mais on a dit, on essaye. Donc ils m'ont proposé la place. Là, j'appelle ma mère me dit, t'es folle, t'es trop jeune, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, écoute, maman, j'essaye, et puis même si j'y arrive pas, ça sera pas vraiment un échec. Enfin, j'ai 18 ans, quoi, c'est pas... Et en fait, ça s'est super bien passé, et c'était un restaurant qui était ouvert 7 jours sur 7. Donc, samedi, dimanche, le chef, il était pas là, moi, je reprenais... Enfin, voilà, oui, t'étais chef. Voilà, j'avais le rôle de chef le week-end, et après, je l'épaulais pendant tout le reste de la semaine, et... Bon, voilà, ça, au début, le premier week-end toute seule, franchement, je me suis dit, ça va pas être facile, quoi. Ça va pas être facile. T'étais plus jeune que les personnes qui travaillaient avec toi? J'étais plus jeune que toutes les personnes qui travaillaient avec moi. Mais ça encore, c'est pas... Enfin, j'ai toujours eu l'habitude d'être la plus jeune, et puis c'est pas ce que les autres retiennent tout le temps. Ah oui, ils ont pas ça dans la tête. Tu vois, j'ai toujours été aussi vachement mature dans mon travail, donc t'oublies ça. Mais bon, c'est sûr que le mec qui est là depuis 3 ans et qui a pas la place, c'est un peu plus dur. Ah. Donc, ils t'ont fait des crasses? Non, franchement, on était vachement soudés. Donc, au début, j'ai senti qu'il y avait un peu des tensions, mais ça s'est vite atténué. Puis on a beaucoup parlé entre nous aussi. Et, ça s'est super bien passé. C'était 2 superbes années où j'ai appris vraiment plein de trucs et surtout à manager aussi un peu, parce qu'au final, quand tu prends un poste à responsabilité comme ça, oui, tu cuisines, mais à côté de ça, il faut faire autre chose, il faut gérer l'équipe, quoi. Ouais, exact. Donc, et donc 2 ans sous-chef, et t'es passé chef après? À 20 ans, en à 20 février ans. 2015. Le chef est parti? Ouais. En fait, Anthony David, il m'a dit, moi quand je suis arrivée, je reste 3 ans. Et quand mon fils il a l'âge d'aller à l'école, je m'en vais dans le sud. Donc jusque-là tout va bien. Et puis un an avant de partir, il me dit,
En gros, il me fait comprendre que c'est moi qui vais reprendre le flambeau derrière. Donc on a eu quand même 1 an pour se préparer, où il m'a laissé gentiment la place. Et voilà, ça s'est fait naturellement après comme ça, quoi. T'as resté combien de temps chef là-bas? 2 ans et demi. 2 ans et demi? Je suis resté de 2015 à fin 2010. Enfin, attends. Février 2015 à octobre 2017. Donc ouais, 2 ans et demi. Ça s'est vraiment fait... C'est vrai que la passation, tu disais, c'est vraiment fait naturellement. T'as pas eu de... Enfin, finalement, t'étais déjà un peu chef le week-end, ce que tu disais. En fait, je crois que j'ai eu plus peur quand on m'a proposé la place de sous-chef que quand on m'a proposé la place de chef, parce que je savais à quoi m'attendre, quoi. Tu connaissais la maison. Le seul changement qu'il y avait, c'est qu'il fallait que je crée ma carte. Quand on m'a dit, ouais, bon, va falloir changer la carte, on fait quoi? C'est-à-dire, comment tu définirais ta cuisine? Quelle cuisine? Non, mais parce que on t'apprend à reproduire la cuisine de tes chefs et à ne pas dépasser d'1 millimètre. Et là, du jour au lendemain, on te dit, faut que tu crées ta carte, quoi. En gros, c'est ça. Fais ta cuisine. Et en fait, au début, t'es perdu. Alors, t'essayes de te rassurer, tu prends des trucs que t'as vus un peu là où t'as travaillé avant. Et puis, en fait, ça se fait au fur et à mesure. Oui, c'est pas la première carte qui est la plus représentative. Non, ou la plus... Mais clairement pas. Ouais. Clairement pas. La première carte est je dirais, nulle. Non, mais pas nulle, mais il y a pas d'originalité, il y a pas de personnalité. Parce que tu connais pas encore ta cuisine. Donc, du coup, tu fais des choses que tu maîtrises, que t'as déjà vues, mais qui t'appartiennent pas. Enfin, ça te représente pas du tout, tu vois. C'est des trucs que t'as vus, sur les livres d'Alain Ducasse, sur un truc, mais ça a rien de ta cuisine. Et c'est pareil, au bout de combien de temps tu t'as commencé à mettre de ta personnalité, tu t'es senti plus à l'aise avec ça? Au bout de 6 mois, je dirais. Ouais. De toute façon, t'as pas le choix. Au bout d'un moment, tu te rends compte toi-même que ça te va pas, que c'est pas ta cuisine. Donc, oui, tu fais un tri, en fait, parce que tu te dis, bon, cette entrée-là, ok, ça me ressemble, c'est ce que j'aime faire, etc. Mais par contre, les 4 autres entrées, il y a un problème. Donc, au fur et à mesure, t'élimines, tu remplaces, et puis, au bout d'un moment, t'arrives à une carte où tu te dis, voilà, j'ai trouvé un peu ma cuisine, j'ai trouvé mon identité, Et donc, au bout de 2 ans et demi, t'es parti, alors que ça marchait super bien. T'avais envie de sauter le pas, d'ouvrir ton établissement? Alors ouais, je suis partie des Fables au bout de 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, derrière les fourneaux en tant que chef. Mais ça faisait déjà 6 ans que j'étais là-bas et j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour. Et voilà, j'avais besoin de vivre une nouvelle expérience. Et j'ai eu un peu l'opportunité de pouvoir commencer à regarder pour m'installer avec mes 2 associés. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on s'est pas trop posé de questions. D'ailleurs, on est parti justement parce que ça cartonnait aussi, dans le sens où on sait qu'on lâche pas un navire qui coule et qui va pas bien. Donc voilà, on s'est dit, on a fait ce qu'on avait à faire là-bas, ça marche, tout se passe bien, mais voilà, nous on a envie d'autre chose et c'est ce qu'on a fait. Donc t'es parti pour ouvrir ton restaurant, hein. T'avais ce projet oui, déjà. Clairement. Oui. Je suis pas parti pour partir. Oui. Je suis parti parce qu'il fallait qu'on ouvre Bayeta, donc... Et t'as jamais eu envie d'aller voir ailleurs avant d'ouvrir, enfin d'aller dans un autre restaurant ou dans un 2 étoiles, 3 étoiles ou... Non. Jamais. Et Non. Même quand j'étais sous-chef à l'époque, je me suis jamais dit je vais aller dans un 2 ou 3 étoiles. J'ai toujours bien aimé les petites structures où voilà, on n'est pas beaucoup en cuisine, où tu peux vite évoluer, ou même quand y a des jeunes qui arrivent avec nous, ils sentent qu'ils sont utiles aussi. Ils sont pas juste là pour éplucher les carottes. Voilà, dans nos cuisines, tout le monde épluche sa carotte. Moi, je demande pas à quelqu'un de m'éplucher la carotte, quoi. Pour moi, ça me correspond pas. Voilà. J'admire les cuisines des 2 et 3 étoiles, mais j'irai pas y travailler. Voilà. Et comment est né Bayeta alors? Bayeta. Dans les cuisines des Fables de La Fontaine, parce que c'est là-bas que tu as trouvé tes associés. Exactement. Sébastien et Grégory, donc c'est mes 2 associés, qui sont tous les 2 martiniquais. On s'est rencontrés... On a commencé pratiquement en même temps au Fables de La Fontaine.
On a commencé tous les 3 commis, on est montés tous les 3 à des postes à responsabilité. Et voilà, on s'est soudés un peu dans le bonheur et dans la douleur aussi, parce que voilà, on a passé des heures et des heures ensemble, des services et des services, des engueulades et comme des moments de rigolade. Donc voilà, on a tout vécu ensemble. Sébastien encore plus parce que c'est mon bras droit en cuisine et que on fait rien sans l'autre et on est super complémentaires et on se comprend et voilà, on se laisse de la place pour que on ait tous les deux notre mot à dire et que on se sente pas frustré dans notre cuisine, quoi. Voilà, on travaille à 2 et pour moi c'était impossible de travailler sans eux. Donc voilà, on s'est trouvés, tous les 3, on a la même vision de la gastronomie, on est gourmands. Voilà, enfin, on avait tout pour se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fout, on loue notre resto, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Bayeta, c'est bisous en niçois. Ça représente un peu déjà notre histoire à tous les 3 parce qu'on est très proches et voilà, je suis un peu la petite sœur qui protège et voilà, on a vécu pas mal de choses et en même temps c'est le partage, la convivialité qu'on voulait mettre à Bayeta. Voilà, les gens quand ils viennent, faut qu'ils se sentent chez eux et voilà, ça représente un peu tout ça. Comment est-ce qu'on ouvre un restaurant je vais encore parler de ton âge, à 23 ans, mais est-ce que c'est facile d'avoir l'appui des banques ou est-ce que vous avez fait appel à la famille, aux amis pour le financer ? On est en 2018, je crois que tout le monde galère pour avoir un prêt. Oui. Que t'aies 23 ans ou 45 ans, clairement, je crois que même il vaut mieux avoir 23 ans parce que maintenant, dès que tu dépasses 40 ans, faut faire 10 000 examens et leur prouver que tout va bien, que tu vas pas mourir demain. En gros, voilà, je prends des raccourcis, mais c'est ça. Et forcément, oui, on a emprunté à la banque parce que, voilà, on n'avait pas tant d'argent de côté, donc oui, on allait voir les banques. Et puis ils ont cru en votre projet, ils vous ont suivi. Oui, voilà, on a fait des business plans, on a fait un peu de violon et puis après voilà, la banque est rassurée aussi quand tu leur as emmené un dossier de presse comme ça des Fables de La Fontaine, où ils voient que tu as fait 400 magazines, que tu es la plus jeune chef étoilée de France, que j'ai 2 associés qui ont tous les 2 une licence en restauration, enfin ils ont vu que votre projet tenait la route. Voilà. On est 3, donc ça va. Ça fait 10 ans tous les 3 qu'on est dans la restauration, on a de l'expérience, on a tous fait des écoles de restauration, il y a pire, quoi. Il y a des mecs qui empruntent pour ouvrir un resto alors qu'ils en ont jamais fait de leur vie, donc je pense que quand même, d'un moment tu te dis j'espère qu'ils vont nous prêter quand même. Sinon tu fais quoi? Si nous on galère à ouvrir un resto, qu'est-ce que c'est pour les autres, quoi. Donc je dis pas que ça a été facile, hein. On s'est fait refuser par plusieurs banques, mais voilà, à force d'insister, on a réussi à avoir notre prêt. Est-ce que quel souvenir tu gardes de l'ouverture, des bons et des mauvais moments? J'ai entendu parler de la garde de nuit. Exact. Non, mais bien sûr, on se souviendra de bons et mauvais moments. On s'en souvient. Je crois que le pire souvenir que j'ai avant l'ouverture ici, c'est le 12 mars. On devait absolument ouvrir parce que j'avais un déjeuner de presse. Sauf que le 12 mars à 10h30, c'était encore une menuiserie dans le resto, quoi. On avait des bouts de bois partout, ils étaient en train de tailler pour finir la façade, pour un truc. Et je vois la dame de l'événement arriver. Je me dis, non, mais c'est pas possible. Elle va faire une crise cardiaque, quoi. Parce que, elle s'attend à avoir un resto fini. Dans 1 heure, il y a tout le monde qui arrive pour les déjeuners. Et clairement, c'était la guerre. C'était la guerre. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, on sera jamais prêt, quoi. On sera jamais prêt, c'est pas possible. Et donc, t'as réussi à le faire? On a ouvert. À midi, on était en train de courir, en train de ramener tout dans le local à côté, les mecs des travaux qui étaient en train de nettoyer avec nous tous les derniers trucs et tout. Voilà, c'est des mauvais et des bons souvenirs en même temps parce que voilà, c'est marrant et
Et tu te dis, en même temps, c'est comme ça, les travaux, tu sais quand ça commence, tu sais jamais quand ça finit. Jamais. Et t'as jamais vraiment de date fixe d'ouverture. Voilà, dans ta tête, tu dis, oui, ok, le 12 mars, le déjeuner de frais, c'est bon, on sera ouvert depuis 2 semaines. Mais n'importe quoi. Voilà. Donc on a une petite tradition dans ce podcast, c'est l'aller-retour. Voilà. C'est une interview dans l'interview. Il faut répondre du tac au tac. Ok. Ton âge, 23 ans, ton signe astrologique, Capricorne, ton plat signature, l'aïoli, ton plat préféré à manger, la pisse à la dire, le chef que tu admires le plus, Anne-Sophie Pic, ton ingrédient préféré l'ail, et ton ingrédient détesté, le fenouil, ton ustensile fétiche, ma petite spatule coudée, ton dernier meilleur repas, chez Alliance, juste en face. le resto que tu aurais aimé ouvrir, Bayeta. le meilleur compliment qu'on t'ait fait. Il y en a tellement. Non mais c'est vrai, c'est dur de choisir. Il n'y en a pas un qui te En fait, marque particulièrement. Il n'y en a pas un enfin. qui te marque particulièrement, mais si, un. Ah. Je me souviens au Fab de la Fontaine, pendant la période des attentats, j'avais rencontré une dame qui m'avait dit « Merci pour tout parce que vous nous avez fait oublier ces moments difficiles » et voilà, c'était à ce moment-là un des meilleurs compliments. Et la pire critique? Que ma bouillabaisse était pas bonne. Tu sors. L'aller-retour est fini. Ok. Tu t'es très bien débrouillé. Qu'est-ce que ça représente, la cuisine, pour toi? Beaucoup de choses. Tout. La cuisine, c'est toute ma vie. Je vis cuisine, je mange cuisine, je dors cuisine. Voilà, je me consacre à la cuisine. C'est ma vie, c'est ma passion. Voilà, c'est la cuisine, quoi. Qu'est-ce qui guide tes assiettes? Mes humeurs, mes envies, beaucoup de choses, mes influences méditerranéennes, parce que j'ai vécu 17 ans dans le sud et que c'est mes premières saveurs, c'est des moments partagés, donc voilà, tout ça, ça guide mes assiettes. Qu'est-ce que tu cherches à transmettre avec ta cuisine? Je cherche à transmettre du plaisir avec ma cuisine, du bonheur, du partage, qui sentent que voilà, on fait une cuisine sincère et facile, mais qui fait plaisir, quoi. J'allais te demander si tu faisais plutôt une cuisine du cœur ou de la tête. Donc c'est plus Surtout du une cœur. cuisine du cœur. Ouais. Tu mets tes origines niçoises dans tes assiettes, on en parlait tout à l'heure. Et on parlait de style aussi. Est-ce que là, tu penses l'avoir trouvé ici, aujourd'hui? Ou est-ce que c'est encore en évolution Je crois que on est toujours en évolution. Enfin, surtout à mon âge, je vais pas dire que j'ai trouvé ma cuisine, mais en tout cas, en ce moment, je me sens bien avec ce que je fais. Je sais que ça me ressemble, je sais que voilà, je suis inspirée. Quand je crée un plat, ça me convient et voilà, on fait des essais, il y en a qui restent, il y en a qui marchent pas et on passe à autre chose. Ça, c'est pas grave, c'est comme ça et justement, ça rajoute un peu de piment. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis à l'aise avec ce que je fais, je me sens bien, je me sens libérée, je me sens chez moi et je me mets pas de barrière. Donc oui, j'ai trouvé ma cuisine, maintenant je sais que ça évolue. Je sais que j'ai évolué depuis que je suis partie des Fab, je sais que j'évoluerai encore dans 2 ans et voilà, et aussi parce que c'est un métier où on se remet tout le temps en question. Et tous les soirs, on se dit, est-ce que demain, ça va autant plaire qu'aujourd'hui? Donc voilà, on est tout le temps en train d'avancer, tout le temps en train d'essayer de nouvelles choses. Donc, Parle de libération, t'es libérée de quoi? je suis libérée de beaucoup de choses. Enfin, je suis patron, je suis chez moi, je me mets plus de barrières. Je sais que j'ai plus personne au-dessus de moi pour me dire que ça lui convient pas forcément ou que c'est pas ce qu'il imaginait ou... Enfin, je fais ce que j'ai envie de faire. Et puis, si ça plaît pas au client, là, je me pose des questions. Mais en tout cas, si j'ai envie de faire de la pisse à la dire et des mini farcis, je le fais parce que je suis chez moi, parce que mon resto, il s'appelle Bayeta et que si j'ai envie de faire du niçois, je le fais parce que c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Voilà, c'est des moments de ma vie, c'est des saveurs que j'ai pas envie d'oublier et qui me tiennent à cœur. Et... Alors que tu le faisais pas, ça, enfin, tu l'interdisais C'est pas avant. que je me l'interdisais, mais c'est qu'il y a des choses qui me paraissent évidentes ici, qui me paraissaient pas du tout évidentes là-bas, parce que c'était pas chez moi,
parce que j'étais chef d'un restaurant, mais que c'était pas mon restaurant, et que peut-être que les clients auraient pas apprécié pareil une pisse à la dire là-bas qu'ici. J'allais te demander si tu t'interdisais des choses ou si tu t'étais déjà interdit des choses en cuisine. On essaye de pas s'interdire des choses maintenant, il faut être intelligent et s'adapter au personnel avec qui tu travailles. Enfin, moi, il y a des fois où je fais des essais d'une entrée ou d'un plat et Sébastien, il me dit « Mais chef, c'est super bon, c'est super joli, mais tu sais que pendant le service avec 50 couverts, on pourra pas le sortir comme ça. Donc, c'est super, mais il faut qu'on le pense autrement. Parce que clairement, comme ça, on va pas y arriver. » Donc, c'est pas qu'on s'interdit des choses, mais il faut aussi savoir se dire que si t'avais 2 personnes en plus en cuisine, oui, tu le ferais, mais que là, pour l'instant, tu le fais autrement parce que t'as pas le choix. Est-ce que tu crées facilement ta carte, tes assiettes? Ça te vient facilement? Beaucoup plus aujourd'hui, parce que on est fermé 2 jours. Et ça, c'est super important. Parce que ça permet d'avoir du recul sur ta cuisine, ça te permet de sortir, de voir ce qui se passe ailleurs, de voir un peu les tendances, que ça soit dans le monde de la cuisine ou même aller voir une expo, aller voir un truc au ciné. Voilà, il y a tout qui nous inspire en cuisine. Moi, je vais même dire que je crée pas un plat pareil quand je suis fatiguée, quand je suis énervée, quand je suis heureuse. Mais c'est pas pour ça que je crée pas et que c'est pas un plat qui va rester à la carte. Mais voilà, c'est super important de prendre du recul sur sa cuisine, d'aller voir autre chose. Il faut s'aérer l'esprit, Donc en ce moment, j'arrive à créer, j'ai beaucoup d'inspiration. Et puis, comme tout le monde, il y a des moments où tu veux forcément créer un truc et tu n'y arrives pas. Mais ça, c'est la vie, c'est comme ça, quoi. Quel est le plat dont tu es le plus fier? Allez, un plat qu'on a créé avec Sébastien tous les deux pour l'ouverture des Fables de la Fontaine quand je suis passé chef. C'est le jaune d'œuf croustillant, poireaux et haddock. Voilà, parce que c'est un plat qu'on a mis énormément de temps à mettre au point et que j'ai encore à Bayeta aujourd'hui parce que c'est un peu notre entrée à tous les deux et que voilà, il y a une belle histoire derrière. Quand tu disais on a mis du temps, il y avait des choses difficiles techniquement. Voilà, le truc technique dans cette entrée, c'est le jaune d'œuf. On l'emprisonne dans une coque en beurre, on le panne, on le frit. Et en fait, il faut pas que le jaune d'œuf cuise quand on reste liquide. Friteuse. Voilà. Et ça a été un peu un casse-tête chinois. Voilà. Si la coque en beurre est trop fine, ça protège pas assez le jaune. Si c'est trop épais, il reste du beurre dedans, etc., etc., etc. Donc, aujourd'hui, vous le maîtrisez parfaitement ou il y a encore des jaunes d'œufs ratés? On essaye de le maîtriser parfaitement, mais c'est vrai que ça arrive. Voilà. Comme je dis souvent, on n'est pas des robots. On est humains et avec la fatigue, avec tout ça, il y a des choses qui passent à la trappe. Et c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que de temps en temps, t'as un serveur qui revient, là le jaune d'œuf il était limite, quoi. Tu avais une étoile aux Fables de la Fontaine. Est-ce que t'as envie d'en retrouver une ici? Alors ouais, j'ai une étoile aux Fables de la Fontaine, et oui, j'aimerais bien en retrouver une ici. Maintenant, on n'est pas pressé, on vient d'ouvrir. Si c'est pas cette année, ça sera l'année d'après. Si c'est pas l'année d'après, ça sera encore celle d'après. Voilà. Le but, c'est d'y arriver. Maintenant, chaque chose en son temps. Voilà. Et le fait que tu aies été la plus jeune chef étoilée de France, ça a occasionné beaucoup de presse. Comment tu l'as vécu? Parce que tu étais encore une fois toute jeune. Au début, très mal. En fait, c'est simple. Le 1er février 2016, j'ai eu mon étoile. Et à partir du 2 février 2016, j'ai eu un téléphone greffé à mon oreille. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est chef c'est TF1, chef c'est Canal+, chef c'est BFM, chef c'est machin, chef c'est truc. Qu'est-ce que je fais? À la base, je dois être en cuisine, là, juste encore plus que d'habitude, parce que je viens d'avoir une étoile et que là, j'ai plus le droit à l'erreur, quoi. Et en fait, c'est à ce moment-là où tout le monde te réclame, tout le monde veut une interview, tout le monde veut venir filmer, tout le monde veut machin. Alors oui, c'est super, mais moi, au début, j'étais timide comme pas deux. J'avais une interview, les seuls trucs que je réussissais à dire, c'est oui, non, je sais pas, peut-être, et voilà. Et puis en fait, au final, tu t'habitues. Au début, c'est surtout la peur de dire des choses. J'ai toujours su ce que je voulais dire et ce que je voulais pas dire. Maintenant, il y a des choses qui peuvent vexer, des choses
est-ce que je peux me permettre, quand il y a un magazine féminin qui vient m'interviewer, de dire que vous me faites chier, quoi. Franchement, vous me faites chier parce que je suis chef avant d'être une femme et que clairement, c'est pas mon combat de dire allez les femmes, enfin, arrête. C'est bon, quoi. Non, mais voilà, au début, c'était dur pour ça parce que je savais pas vraiment si je pouvais dire les choses et. Maintenant, Et ça va, puis, tu te sens plus à l'aise? Maintenant, En je tout me cas, sens à l'aise. Je sais que c'est naturel. Je dis vraiment ce que je pense et voilà. Soit on m'apprécie comme ça, soit non. Mais en tout cas, je vais pas inventer Un personnage? Voilà, ou- exactement. Donc, je reste fidèle à moi-même. C'est la meilleure façon d'être, je pense. Et le jugement des clients, le jugement des autres, des guides, c'est comment tu te sens vis-à-vis de ça? Bien. Les gens sont vachement bienveillants avec nous. Parce qu'on est jeunes. Parce qu'on est sympa, parce qu'ils sentent que on n'a pas fait ça pour rien. Donc forcément, bah, ça te motive et ça te fait dire que oui, effectivement, on n'a pas fait ça pour rien. Parce qu'on sait ce qu'on fait. Comme je disais tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'on fait de la restauration tous les trois et que si on a ouvert un restaurant, c'est parce qu'on se sentait prêt aussi. Parce que sinon, on l'aurait jamais fait. On serait dit, bah, on va prendre une place à X ou Y restaurant, on sait faire. Mais aujourd'hui, si on a ouvert Bayeta, c'est qu'on était prêt et qu'on avait besoin aussi peut-être de prendre notre envol et de prouver que bah, on n'est pas plus bête que les autres et que voilà, on va se battre pour tout ça, quoi. Et ça fait quoi de nourrir Joey Star? Bah, ça fait bizarre. Un grand personnage, ce monsieur. Entre autres, non mais il y a d'autres personnes célèbres qui viennent, enfin célèbres ou des patrons qui viennent, mais c'est vrai que Joey Star, c'est un peu l'emblème de toute une génération. Ouais. En fait, ça fait toujours flipper quand il y a des grands monsieur ou des grandes dames qui viennent manger. Tu te dis, putain, je suis en train de faire manger à Joey Star, là. Enfin, tu te mets une pression alors qu'au final, bah, c'est des humains comme les autres. Hein. S'ils mangent bien, ils mangent bien. S'ils mangent pas bien, ils te le disent et puis c'est tout, quoi. Mais c'est sûr que oui, il y a toujours une petite pression derrière. Comme tu dis, c'est un emblème d'une génération. Enfin voilà, c'est des grands et tu te dis c'est pas possible, il peut pas être là en train de manger dans mon resto, quoi. Bah si. Voilà. Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois? Bonne question. Bah, en fait, tu ne te sens pas chef, t'es obligé d'être chef à un moment. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'acceptes la place, bah, faut que tu mettes ta casquette. Hein. Est-ce que tu t'es senti peut-être chef aussi quand t'étais sous-chef et que t'étais chef le week-end ou... Non, je peux pas dire que je me sentais déjà chef parce que c'est pas le cas. Enfin, quand t'as quelqu'un au-dessus de toi, t'es quand même beaucoup plus serein en te disant bon, je suis 2 jours toute seule, mais les autres jours de la semaine, en gros, c'est moi le soutien, mais en gros, s'il se passe quelque chose de négatif la semaine, je sais que c'est pas pour moi, quoi. Alors que quand t'es chef, bah, quoi qu'il arrive, la faute c'est toi. Tu dois avoir les yeux partout, même si c'est pas possible, hein, mais c'est comme ça. T'es responsable. Ouais. Donc à toi après d'aller voir celui qui a fait que c'était pas bien et lui dire écoute, là faut que tu comprennes que c'est vraiment important et qu'on n'est pas en train de jouer. Et voilà, mais c'est toi qui prends. Donc qu'il n'y a pas eu un déclic ou un moment particulier dans ta carrière? Non, parce que ça s'est fait dans la longueur, dans le sens où je savais que j'allais être chef. Et que le jour où le chef il est parti, je me sentais déjà bien avec moi, bien avec mon équipe. Donc voilà, c'est juste que bah, y avait plus personne au-dessus de moi et que fallait gérer. Mais je me suis tout de suite sentie, en tout cas, peut-être pas confiante, mais en tout cas, je savais que ça allait le faire. C'est comment l'ambiance dans tes cuisines? L'ambiance est très bonne dans mes cuisines. Non mais voilà, on s'autorise énormément à la bonne humeur, aux rigolades. Mais après, à côté de ça, je suis très rigoureuse aussi. Et quand j'ai pas envie de rigoler, je rigole pas. Et quand il y a des clients dans le restaurant, il y a des clients. Et voilà, faut savoir faire la part des choses. Maintenant, on fait un métier encore une fois difficile, où on fait pas mal d'horaires. Et on a envie de créer des liens
de famille ici avec l'équipe, que tout le monde se sente bien, qu'on puisse rigoler, évacuer. Quand il faut rigoler, on sait rigoler. Par contre, quand il faut être sérieux aussi, quoi. J'ai entendu que tu faisais attention à la parité dans tes cuisines. Ouais. J'essaye de prendre des deux parce que ça match très bien. C'est pas bien d'avoir que des mecs, c'est pas bien d'avoir que des nanas. Il faut avoir des deux, ça fait un bel équilibre. Ouais. Voilà, il y a un échange qui se fait parce que voilà, moi je travaille avec beaucoup de jeunes et les femmes ont peut-être plus de maturité plus vite que les hommes, mais les hommes, voilà, c'est des bourrins, ils envoient... la femme réfléchit avant d'agir, alors que le gars, il y va, il se pose pas de questions. Et moi, il me faut des deux. Donc voilà, j'essaye de... Après, je trie pas non plus en train de me dire le CV, il faut que je prenne la femme parce que là, j'ai 4 mecs. Non, mais j'essaye d'avoir des deux parce que c'est bien, ça... Oui, tu sens que ça fait un bel équilibre. Exactement. Et je t'ai entendu dire dans une interview que tu t'es créé ou que tu avais une carapace qui t'avait permis de réussir en cuisine. C'est parce que c'est dur? Oui, c'est un métier dur, c'est un métier où on fait des sacrifices. Moi, quand je suis montée à Paris à 17 ans, je suis montée seule, j'avais pas ma famille. Enfin, il y a des moments où c'est dur. Il y a des moments où c'est super dur, où t'as envie juste de dire mais qu'est-ce que je fais, quoi? Donc oui, t'es obligé de te créer une carapace et te dire bon, je suis une guerrière et je vais tout fracasser parce que c'est comme ça. Il faut savoir se battre à des moments et chacun son caractère, chacun sa personnalité et voilà, j'ai l'air d'être sûre de moi comme ça, d'être une grande gueule, je le suis, mais j'ai aussi un côté où je suis super sensible et où je me souviens qu'à l'époque, dès qu'on me faisait une remarque, pour moi, c'était la fin du monde. Mais voilà. Tu avais ta carapace qui te permettait de résister à ça. Exactement. Et de pas montrer surtout que j'étais une chialeuse et que... T'allais chialer dans les toilettes en cachette. C'est un peu ça. Non, mais ouais, c'est important. C'est nécessaire pour réussir en cuisine. Je sais pas si c'est nécessaire, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer. Et voilà, c'est une carapace aussi pour dire... Quand je prends des responsabilités aussitôt, il faut pouvoir prouver tous les jours que t'es à ta place, quoi. Donc, voilà. Est-ce que tu as l'impression de faire une cuisine féminine ou pas? Ou est-ce que les gens te parlent de ça? Pour moi, une cuisine féminine, ça veut rien dire. Non, mais parce que un homme chef peut faire une cuisine féminine. Moi, j'ai travaillé avec des hommes chefs qui ont une cuisine féminine. Si on peut parler d'une cuisine féminine, si ça existe, j'en sais rien. Et ça veut dire quoi une cuisine féminine? Que tu fous des fleurs sur tes plats et que... Enfin, j'en sais rien, mais c'est... Non, je fais pas une cuisine féminine. Moi, je fais une cuisine gourmande, je fais une cuisine de cœur, je fais une cuisine colorée, j'en sais rien, mais je suis loin de faire une cuisine féminine. Les gens t'en parlent de ça? Enfin, est-ce que les clients te disent « Ah... comme c'est une femme en cuisine... Ouais, ça arrive. Enfin, de temps en temps, mais pas tellement. Tu sais, tu fais le tour de salle et puis t'as toujours 2 ou 3 nanas qui disent « Je savais que c'était une femme derrière. » Arrête. C'est ridicule, quoi. Mais voilà, ça me fait rire plus qu'autre chose. Donc... Tu te vois où dans 20 ans? Au soleil. Ouais, je sais pas, j'espère que dans 20 ans, j'aurai ouvert un resto à Nice... J'en sais rien, en fait. J'en sais rien, on peut... T'auras ouvert Bisous en parisien à Nice. Ouais, voilà, si tu veux. J'espère dans ce sens-là, ouais. Voilà. Bon, c'est la fin, et on a faim. Grave. Qu'est-ce que tu fais pour tes amis? Alors, une recette super simple. Je suis d'origine arménienne. Et mon papa m'a toujours fait du houmous à la maison. Donc j'ai toujours une boîte de conserve de pois chiches à la maison. Petit blender... jus de citron, ail, pâte de sésame, tu fais tourner ça, sel, poivre, c'est parfait pour l'apéro. Et tu manges avec? Soit des tartines de pain, soit du pain libanais, voilà, très sympa. Merci Julia. Merci. Vous pouvez goûter ce qu'elle a dans la poêle chez Bayetta, au 5 rue de Pontoise, dans le 5e arrondissement de Paris. Du fond du cœur, merci de m'avoir écouté mettre les chefs à nu. On continuera en septembre pour une 2e saison. D'ici là, cet été, je vous prépare quelques bonus de l'autre côté du pass. Et si vous avez loupé des épisodes, vous pouvez retrouver toute la saison sur votre appli podcast préféré,
sur le site apoil-lepodcast.com et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.